C'est là. Quand tu me dis, on commence. Commence un peu. Ouais, c'est bon. Shalom, shalom. Comme ça. Le shiur aujourd'hui, c'est sur le Hanouka. Il y a beaucoup de romères. Et en gros, les parties, c'est un Reka History, Maï Hanouka, quand est-ce qu'on allume, où est-ce qu'on allume, Dinoréach, la Dlaka dans une bête Knesset, Miftsaïm, toutes ces choses-là. On va essayer de faire ça de façon à comprendre les grandes marlokot, et les pourquoi des marlokot, et puis surtout comme ça, la Chal et Maaseh, pour les différents minagim. Sfaradim, Ashkenazim, Chabad, chez Sfaradim, mais aussi pas mal de nuances, Ashkenazim aussi. Oui, non, on commence, et puis après, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, comme ça, c'est des questions, de mettre des comme ça. Au niveau du Reka historique, je sais plus si on avait fait un cours comme ça, et Bichal sur Beit Rishon et Beit Sheni, mais pour se rappeler du moment précis de Hanouka, hein, et il y a vraiment quelques moyens mnémotechniques qui sont très simples. Abraham Avinu qui est né en 1948, Yetziat Mitzrayim, ce qui est 500 ans après, 2448, ce qui est marqué dans le Sefer Menachim, que 480 ans après la sortie d'Égypte, il y a eu Binyan Beit Rishon, que Binyan Beit Rishon, Chazal, dans le Srat Avodah Zarah, nous disent que le premier Beit c'est 410 ans, le deuxième c'est 420 ans, et entre le premier Beit et le deuxième, il y a 70 ans. Donc quand on rajoute ça, c'est 1948, plus les 500, plus les 480, plus les 410, plus les 70, hein. On arrive à la construction du deuxième Beit HaMikdash, c'est en 3408. Maintenant, dans le deuxième Beit HaMikdash, c'est important aussi de savoir, c'est toute une soudia comme ça dans Avodah Zarah, comment ça se sépare. Il y a vraiment des questions, souvent comme ça on a des idées qui ne sont pas très claires. Parce que si je vous dis, ok, au début il y avait les Perses, après il y a eu les Grecs, mais après les Grecs, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là on commence à bégayer, parce que bon, on sait qu'il y a les Hashonim, on sait qu'il y a Hérode, on sait qu'il y a les Romains, mais qui, quand, etc. Et là aussi, les choses, elles sont très claires, elles sont très carrées. Ce que je vous dis, évidemment, c'est d'après Chazal. Si vous regardez dans Wikipédia ou n'importe où ailleurs, vous allez voir des centaines d'années de différence. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de trucs de très bonne qualité qui sont faits, d'histoire. Mais dès qu'on commence à parler comme ça de Beit Rishon, Beit Sheni, ça n'a plus rien à voir avec ce que dit Chazal. Donc bon, c'est important comme ça de s'arrêter à Chazal. Alors ce que nous disent les Chachamim, c'est la chose suivante. Les 410 ans du premier Beit HaMikdash, ils se séparent en 34 ans, où c'était la fin du royaume des Perses, avec Dariavesh. Au bout de 34 ans, Alexandre le Grand, il a commencé à devenir empereur. Il a pris 6 ans pour être empereur, on peut dire, de toute la planète connue à l'époque. Et après ces 34 ans, donc on oublie les 6 ans normalement, après ces 34 ans, pendant 180 ans, nous dit Chazal, ceux qui dominaient, c'était les Grecs. Maintenant, au bout de ces 180 ans, c'est là qu'il y a eu Hanouka. Donc si à 3408, on rajoute les 34 ans des Perses, et 180 ans, jusqu'à la fin des 180 ans, hein, on arrive à l'année de 3622. Si vous voulez savoir maintenant à quoi ça correspond, on enlève toujours 3760, la différence entre 5763 et 2023. Ouais. Et ça nous fait l'an moins 138 par rapport aux chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ces 180 ans? C'est vraiment une question de 5 minutes, mais pour avoir comme ça des idées claires. Après ces 180 ans, hein, pour finir les 110, les 410, hein, il y a 26 ans. Bon, je vais peut-être raconter ce qui est important dans Avodah Zarah parce que c'est extrêmement important. Quand on parle de Hanouka, quand on était en France, bon, on nous a appris, enfin vous avez étudié dans les écoles juives, mais nous non, à la fin. Alors, là on nous apprend comme ça qu'après les Grecs, alors il y a eu les Romains, machin et tout, et puis, mais ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que si des Grecs c'est passé aux Romains, c'est grâce au Hashonaim. Et la Gemara nous explique que pendant des années, les Romains, ils essayaient de prendre le dessus sur l'Empire grec, mais à 20, jusqu'à ce que les Hashonaim aient fait un deal avec eux. Ils leur ont dit, bon, nous on fait la guerre à l'intérieur d'Israël, il y avait des troupes comme ça, grecques qui étaient très fortes. Vous serez à l'extérieur, et vous allez voir, on les aura. C'est comme ça que les Hashonaim ils se sont levés contre les Grecs, mais à la même époque, les Romains à l'extérieur d'Israël, eux, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Et les Hashonaim, ils étaient tellement forts que finalement, ils ont attiré le gros des forces grecques.
Et ça a permis aux Romains, à l'extérieur d'Israël, de prendre le dessus. Ouais. Et donc le début de l'Empire romain, sur toute la planète, ouais, je ne parle pas d'Empire romain en Rome, mais je parle d'Empire romain comme celui qui était, comme on y a eu et les Perses et comme on a eu les Grecs. Je parle maintenant de ceux qui étaient les dominateurs comme ça de la planète. Le début de l'Empire romain qui a succédé aux Grecs, ça commence exactement au moment de Nes Hanouka. Alors donc après Hanouka, ok, c'était les Romains. Mais alors comment ça marche avec les Hashmonaïm et tout? Alors le truc il est comme ça. Ils avaient fait un deal Bémet. Et pendant les 26 premières années qui ont suivi ces 180 ans, c'était effectivement les Hashmonaïm qui régnaient en Eretz Israël. Mais au bout des 26 ans, les Hashmonaïm déjà ils étaient plus tellement tzadikim, les Romains ils ont coupé le pacte qu'ils avaient avec les Hashmonaïm et c'est eux qui ont dominé en Eretz Israël. Et là ça se sépare en deux parties, 103 ans, 103 ans. 103 ans où effectivement il y avait encore le royaume des Hashmonaïm, mais ce qui était complètement soumis aux Romains. Et les 103 ans d'après, c'est Hérode et puis les descendants d'Hérode, qui étaient eux-mêmes soumis aux Romains. Donc en réalité, les 206 dernières années du Beit HaMikdash, c'est des années où c'est les Romains qui régnaient, mais seulement les 103 premières années, c'est les Hashmonaïm sous les Romains, 103 ans d'après, c'est les Hérodes sous les Romains. Il y a encore un point comme ça, avant de passer à autre chose, mais encore un point qui est super important. Je vous ai dit comme ça que la construction du Beit HaMikdash est en 3408. Maintenant c'est comme ça, si on prend 3408, on a dit on rajoute 34 ans, on a dit que c'était le début de l'Empire grec. Mais ça a pris 6 ans à Alexandre le Grand pour que son empire il soit vraiment sur toute la planète. Et au bout des 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est intéressant parce qu'au bout des 6 ans, on a l'an 3408, plus que 34 ans, plus 6 ans, ça fait 3408 plus 40, c'est 3448. 3448, c'est exactement 1000 ans après 2448, qui est la sortie d'Égypte. Et à cette année-là, c'est une année extrêmement importante dans l'histoire, il s'est passé énormément de choses. Il y a d'abord Alexandre le Grand, qui a commencé à régner sur toute la planète, après avoir tué son beau-père Dariavesh, qui était le roi de Perse. Il y a ce qui s'appelle le début de Minyan Ashtarot. Et ça, c'est une espèce d'arnaque qu'ont fait les Rachamim avec les Grecs. Parce que lorsqu'est venu Alexandre le Grand, il a rencontré Shimon HaTzadik, etc. Ils lui ont fait beaucoup de courbettes comme ça à Alexandre le Grand par la suite. Et ils lui ont dit, à partir de maintenant, tu es l'empereur de toute la planète, on va commencer à compter et dans les shtarot, dans nos contrats, à partir du début de ton règne sur toute la planète, en 1448. Jusqu'alors, ils comptaient depuis la sortie d'Égypte. En réalité, c'est la même chose. Ouais. C'est comme si c'est exactement 1000 ans après la sortie d'Égypte. Alors, ils lui ont dit que c'était pour lui comme ça. Ouais. Mais en réalité, ils ont continué à compter, au lieu de dire 1227, ils disaient 227. Okay, parce que je vous dis, la sortie d'Égypte, c'est 2448. Le début du règne sur toute la planète d'Alexandre le Grand, c'est 3448, exactement 1000 ans après. Le Kuzari nous dit que cette même année, donc 40 ans après la construction du Beit Sheni, c'était le moment où Chagai, Sravia et Malachi, les 3 derniers Névim, ils sont décédés. Hein. Donc on est ici, bien avant le Nes Hanouka. Je vous dis, Nes Hanouka, c'est 180 ans après les 34 ans. Là, je vous parle de 6 ans après les 34 ans. Donc l'année en question, c'est la fin de la Névoie, donc 40 ans après la construction du deuxième Beit HaMikdash. C'est la fin de la Névoie, c'est 1000 ans après la sortie d'Égypte, c'est le début de ce qu'on appelle Minyan Ashtarot. Ouais. Donc c'est une année comme ça, bien spéciale. Ok, ça c'est pour remettre les idées au clair. Et c'est comme ça. Souvent on demande aux gens, qu'est-ce qui était avant? Et Purim ou Hanouka, les gens comme ça, ils bégayent. Non, vous comprenez bien que c'est Purim, ouais, parce que Purim c'est dans le Tanakh, Hanouka c'est pas dans le Tanakh. Purim c'était entre les deux Beit HaMikdash, là on parle du deuxième Beit HaMikdash. Ok, Besséder, je pense que les choses sont claires. Deuxième point, c'est Maï Hanouka. La Gemara dans Shabbat, quand elle se demande ce que c'est que Hanouka, c'est super intéressant. Parce que contrairement à l'anissim qu'on connaît avec le fait qu'on mette en avant beaucoup la victoire des guerriers, c'est quelque chose qui est complètement extraordinaire. On rappelle ça vraiment Bechataf comme ça dans Maï Hanouka. Ce Maï Hanouka, et Rachid nous explique c'est quoi Maï Hanouka, c'est quoi la question de la Gemara. C'est sur quelle Nes on a fixé que Hanouka, ce serait une fête. Ouais, c'est ça la question de Hanouka. Alors, la Gemara pose la question de Hanouka, et elle dit, le 25 Kislev, c'est là que commencent les 8 jours de Hanouka. C'est des jours qu'on a fixés
avec une interdiction de faire des spédim, une interdiction de jeûner, et c'est en souvenir du fait que lorsque les Grecs, moi je traduis le Maï Hanouka, lorsque les Grecs sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu impur toutes les huiles, et lorsque les Hashmonaïm, ils ont eu le dessus sur eux. Alors c'est très intéressant, parce que c'est rapporté en passant. Ouais. On pourrait dire, le Nes de Hanouka, c'est le fait, comme on dit dans l'Anissim, dans le journalisme. Ouais. C'est le fait que les Hashmonaïm, qui étaient très peu, ils ont pris le dessus comme ça sur l'armée puissante grecque, etc. C'est pas ce qu'il dit. Lorsqu'en passant, on rappelle qu'ils ont eu le dessus comme ça sur les Grecs, et ils ont cherché de l'huile, ils ont trouvé juste une petite fiole d'huile, et puis on connaît la suite. Hein. Elle a duré comme ça, ils ont voulu allumer de cette huile, elle a duré pendant 8 jours, et c'est l'année d'après qu'ils ont commencé à fixer ça comme étant des jours bien spéciaux pour aller les Oda. Et c'est comme ça on pourrait se poser la question, alors tout le monde se pose cette question, c'est une question comme ça dans les livres de Moussa, et dans les livres un peu partout. Et, pourquoi on parle d'Afka du Nes du Pach Hashemen et pas du Nes de la victoire. Ouais. Mais quelque part, Stam, je vous propose comme ça une réponse. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et très profondes. Et quelque chose, pas si profond que ça, mais a priori, me mettre pshat. Si on regarde la sortie d'Égypte aussi, quand on lit la Haggadah, la nuit de Pessah, on dit Ba'avourze asa Hashem li betetim mitzrayim. C'est quoi Ba'avourze? Ba'avour matzah maror, pour qu'on fasse les mitzvot, c'est ça le seul inyan. C'est-à-dire que tout le inyan finalement, alors c'est sûr que c'est extrêmement important le fait que peu de personnes aient eu le dessus comme ça sur une grande armée, etc. Ouais. Et là-dessus on remercie Akadosh Baruch Hu dans l'Anissim, tout ce qu'on fait. Mais en ce qui nous concerne, ce qui est important, c'est c'est pas la victoire elle-même, de la même façon qu'on ne fait pas Pessah pour rappeler les 10 plaies. C'est pas ça le Inyan. Alors on les rappelle en passant. Mais tout le Inyan de Pessah, c'est Ba'avourze. Ce qui est Me'akev, c'est pas les 10 plaies dans le Seder de Pessah. C'est si on n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror. Quelqu'un qui n'a pas dit le soir de Pessah, Matzah ou Maror, il n'est pas Yotze Idechova de Vegata Levintra. Alors que s'il n'a pas parlé des plaies, il est où Yotze? Donc il faut savoir exactement quel est le tachlit. C'était super important toutes ces choses-là, mais le tachlit finalement, c'est ce inyan de la petite fiole, et puis ce qu'on va faire de tout ça, le côté rouchani, et pas l'inyan des makot, d'autant que le inyan des makot, etc., ça peut aussi nous donner, alors il faut savoir le prendre, et remercier Akadosh Baruch Hu là-dessus évidemment, mais savoir quel était le tachlit, ça c'est en passant comme ça, c'est pas... Maintenant, on va passer vraiment à la halakha. Et par rapport au nombre de nérotes qu'on doit allumer, et puis à la grande marloquette qu'il y a entre Sfaradim et Ashkenazim, est-ce qu'on allume une Hanoukia? C'est que le Rabbi, il n'utilise pas le mot Hanoukia. Le mot Hanoukia, c'est un mot assez moderne. Le Rabbi dit Menorah, c'est pratiquement le seul. Parce que Menorah, on parle de Menorah dans le Beth Amikdash. Le Rabbi, quand il parle de ce qu'on appelle Hanoukia, il dit Menorah ou bien Menorah shel Hanouka. Bon, des fois c'est plus simple pour nous, Hanoukia, qu'on sache. Alors on sait bien qu'il y a une grande marloquette comme ça pour Sfaradim et Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, chaque enfant, chaque personne, disons, pour me parler des enfants, chaque mâle allume sa Hanoukia. Chez les Sfaradim, comme ça, c'est une Hanoukia par maison. Mais comment ça commence tout le Inyan? Là, ça commence par une braïta, tout ça c'est dans Maseret Shabbat, qui nous parle de 3 dargot. C'est quoi Mitzvat Hanouka? Ner Rishu Beito. C'est une bougie. Donc une bougie le premier jour. Combien le deuxième jour? Une bougie. Combien le troisième jour? Une bougie. Comme ça pendant les jours. Ça c'est la Mitzvah Hanouka. Après ça, la Gemara nous dit, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ménadrines. Alors c'est quoi ménadrine? Ner l'école echad ve'echad. Ça veut dire quoi? S'il y a 5 personnes à la maison, alors il faut savoir s'il s'agit du nombre de personnes, du nombre de garçons. Sans rentrer dans ce lien, parce que finalement la halakha c'est ménadrine, ménadrine. Mais ménadrine c'est quoi? Ner l'école ish. Mais je le colle echad ve'echad. Alors 5, s'il y a 5 personnes dans la maison, 5 le premier jour, combien le deuxième jour? 5 combien le troisième jour? 5 combien le quatrième jour? Combien le huitième jour? 5 nérotes. Et là-dessus, la Gemara nous rapporte maintenant Méadrine, Mina Méadrine. Alors il y a la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Si on augmente, si on diminue, d'après Bet Hillel on diminue. On connaît tout ce qui est dit là-dessus, comme ça par le Rebbe, le Inyan de Bet Shammai comme ça. Ouais. On diminue parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont en potentiel au début de Hanouka. Tu as en potentiel 8 jours devant toi, puis après. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les marloquot de Bet Shammai et Bet Hillel dans le chasse. Bet Hillel, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, ça on connaît.
Mais la grande marloquette déjà de base dans les Rishonim, entre le Rosh et Tosfot, puis d'un côté le Rambam, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire ici la Braïta? Quand elle nous parle de Méadrin, Mina Méadrin, que c'est un le premier jour, 2, 3, 4, 5, 7, 8. De quoi elle parle? Elle parle par rapport à ce qui était Méadrin juste avant. On a dit Méadrin, c'est qu'on en allume, s'il y a 5 personnes à la maison, on en allume 5. Ouais. Alors après, on rajoute 1. Alors est-ce que pour chacun des 5, on rajoute un 1? Et donc le premier jour, c'est 5, après ça, 10, 15, 20, 25, etc. jusqu'au 8e jour. C'est comme ça que le Rambam il comprend Méadrin, Mina Méadrin. Après, il y a a priori Méadrin, Mina Méadrin. Ouais. C'est quelque chose qui est greffé sur Méadrin. On avait la mitzvah de base, une bougie par jour, par maison. On a Méadrin, ah non, on prend en compte, c'est pas une. La base, c'est le nombre de personnes. Et il y a un, ok, ça c'est Méadrin. Méadrin, Mina Méadrin. Est-ce qu'on prend aussi en compte, on n'a plus de quelque chose de fixe, mais on va de 1 à 8. Mais est-ce que c'est de 1 à 8 fois le nombre de personnes ou c'est de 1 à 8? Le Rambam comprend que c'est de 1 à 8 fois le nombre de personnes. Et donc le Balabait, s'il y a 5 personnes, 5 le premier jour, 10 le deuxième jour, 15, etc. Le Balé à Tosafot et le Roche, il dit non, on revient maintenant au Inyan de base. C'est 1, 1, 1, 1, 1. Et le premier jour, ça sera 1 par maison. Le deuxième jour, 2 par maison. Le huitième jour, 8 par maison. Et pourquoi? Parce que si on fait 5, 10, 15, 5, 10, 15 encore, mais admettons que vous rentriez, qu'on aille d'après le nombre de personnes, vous rentrez dans une maison, un jour il y a 12 bougies. Je ne sais pas savoir si c'est le 6e jour, il y a 2 personnes à la maison, le 2e jour il y a 6 personnes, 4 personnes, le 3e jour, il y a beaucoup de combinaisons. Et donc il n'y a pas de héker. À partir du moment où on va faire entrer en compte et le nombre de bougies, et le nombre de jours, et le nombre de personnes, ben là, Tosafot te dit, tu arrives dans un balagan parce que tu vas avoir beaucoup de choses, beaucoup de bougies. Poser toutes les bougies comme ça, n'importe comment, ou il n'y a pas de frontière? A priori, il y a un endroit bien précis où on doit les mettre. Okay? On va voir, tu peux me dire, bah, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Ok, on va arriver à ça. Mais c'est ce qui a fait dire à Tosafot, Dafka, que, eh ben non, on va, le Méadrin, mais la Méadrin, il revient à la fin de base, où il y avait une bougie, et finalement on comprend que le Méadrin donnait finalement un équerre au nombre de jours, et c'est un édor plus grand que donner un équerre au nombre de personnes qui est dans la maison. Okay. C'est comme ça que comprennent les Baléa Tosafot. En passant, non peut-être après je parle de ce souvenir. Il y a quelque chose qui est très intéressant, que dit le Taz, c'est qu'il dit, c'est le seul endroit où on voit une inversion des minagim. Parce que normalement, il y a une marloquette entre le Rambam et puis les Baléa Tosafot et le Rosh. Les Ashkenazim vont après les Baléa Tosafot, et puis les Sfaradim vont après le Rambam. Mais là, on voit que c'est le contraire. Alors, les Tosafot, ils disent qu'on doit allumer une Hanoukia finalement par maison, c'est ce qui se passe. Ben, c'est ce que font les Sfaradim. Le Rambam, il dit 5, 10, 15, c'est ce que font les Ashkenazim où chacun allume. Il y a une era comme ça dans un Dvar Malchut où le Rabbi il dit on voit ici le Yichud des Sfaradim et Ashkenazim, mais c'est ce dont on a besoin pour la Géoula, tout un ignore. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Sdechemed il nous calme un peu dans notre joie. C'est pas tout à fait comme dit le Taz. Et pourquoi? Il dit d'abord, le Rambam, c'est vrai qu'il parle de 5, 10, 15, etc. Mais après, il dit mais malgré tout le minag en Sfarad c'est d'allumer un par maison. Donc en réalité, le Rambam, ok, c'est le Rambam théorique. Ça c'est le premier point. Donc en réalité, quand les Sfaradim ils allument un par maison, c'est pas tellement à cause de Tosfot et du Rosh. Parce que le Rambam, en fin de compte, malgré le fait qu'ils ne comprennent pas comme ça la Sugia, il dit mais le minag il est comme ça, on allume une par maison, donc c'est pour ça que les Sfaradim ils allument une par maison, parce que le Rambam il dit que c'est le minag en Sfarad. Et en plus, continue le Sdechemed, et dit, et même les Ashkenazim en réalité, ils ne font pas vraiment ce que dit le Rambam. Parce que le Rambam il te dit 5, 10, 15, 20, c'est le Balabait qui doit allumer les 5, les 10, les 15, les 20. Pas que tu as 5 personnes, chacune allume 5, et donc il y en a 5 dans la maison. Le deuxième jour, on a 10 dans la maison parce que chacune a allumé 2. Donc c'est pas exactement comme le Rambam en réalité. Et ce que font les Ashkenazim, c'est parce que comme ça le Rama il rapporte, comme ça il comprend. Donc c'est pas exactement une inversion comme ça des Menagim. Quelque chose qui est important, Halakha Lemaaseh qui est extrêmement important. C'est un mamar que j'ai lu il y a des années, une vingtaine d'années, du Rav Mandrei Ashkenazi, Zichron Livracha, le Rav de Kfar Chabad, où il fait bien comprendre, d'après un contrat Sachron dans le Chod Shabbat par rapport à de la Katner Shabbat, que la raison pour laquelle il y a tout ce lien de Méadrin et Méadrin, c'est une question de Pirsoumanes. Et basé là-dessus, il a tout un malach comme ça, le Rav Ashkenazi.
Et il dit la chose suivante, il dit il y en a beaucoup qui pensent, et c'est extrêmement important ce que je vous dis là maintenant, de mettre à la khalemassa, on peut faire une bracha levatala si on ne fait pas attention à ça. Il dit il y en a beaucoup qui pensent que quand on a à la maison, il y a le balabait qui allume sa Hanoukia, et chacun des enfants après il va allumer à l'entrée de sa chambre. On va parler de l'endroit où on allume juste après. Donc, beaucoup pensent que, ok, on est au Tzei Dechova de l'allumage du balabait. Et ce qu'on va faire après, c'est une espèce de hidour, où chacun il va allumer, chaque enfant comme ça à l'entrée de sa chambre. Et si on comprend comme ça, et la bracha sera une bracha levatala, a priori. Parce qu'il y a une marloquette, rishonim, sur un hidour mitzvah, est-ce qu'on va faire une bracha ou pas? Si déjà tu as fait la mitzvah, maintenant tu veux faire la mitzvah plus behidour. Ouais. Pour le hidour uniquement, tu vas faire la bracha ou pas? C'est une marloquette. Et a priori on ne fait pas. Ouais, ça fait bracha laquelle. Donc si réellement on est aux fesses, que quand le balabait, le père il est allumé, tout le monde est au Tzei Dechova, tout le monde est là, et tout le monde est au Tzei Dechova, et puis après on va allumer pour soi, on ne pourra pas allumer avec bracha. Donc la tfissa, elle n'est pas comme ça. La tfissa, c'est vrai que pour au niveau du tekes, si les enfants ils sont à la maison, hein, ben, ils sont à côté du père, machin et tout, super, on chante tous à la naot à la nous. Ouais. Mais c'est important qu'ils aient la kavana, qu'ils ne sont pas Yotzim et Dechova. Parce que c'est dans l'aura de la cave, eux, qui seront Yotzim et Dechova par la suite. C'est clair ce point-là? Ok. Et par rapport à la dlaka d'enfants maintenant qui sont moins que bar mitzvah, là aussi il y a des choses comme ça intéressantes. Le Rama il écrit qu'on a l'habitude qu'un petit qui est arrivé à Gil Chenour, il allume le Nerot de Hanouka. Ça c'est le Rama. Dans Sefer HaMinhagim il y a marqué, c'est marrant, qu'arov le bar mitzvah on commence à allumer. Donc a priori, hein, c'est plus tard que ce rapporte le Rama. Mais les maaseh, c'est Yadoua, c'est rapporté dans tous les Gvatsim, comme ça que ce soit Itkashrut, que ce soit tous les endroits. Et le Rebbe, les dernières années, il a dit, je pense que c'est dans la Sefer HaSichot comme ça, qu'aujourd'hui, même les enfants comme ça qui sont petits, même Rakim Beyoter, ils allument chacun leur Chanoukia. Donc on a un petit gosse comme ça qui a 2 ans, 2 ans et demi, ben on va lui faire allumer aussi. Ouais. Un peu comme les Rosh Shabbat pour les petites, où le minac c'est pas uniquement quand elles ont 3 ans, mais c'est bien avant, là aussi. Encore un point qui est important. Souvent on entend comme ça, c'est comme pour les Nerot Hanouka comme ça des filles. Alors souvent on entend pour les Sfaradim, ouais, le Rav Ovadia il dit que c'est bracha levatala, si les enfants ils font la bracha, machin et tout. Okay. Faut savoir qu'il y a aussi d'autres poskim. Alors sachez que le Rav Bentian Abba Shaul, qui est un des grands poskim sur Adim, le Hor des Tzion, il écrit comme ça. Il dit si le petit gosse il revient du Gan, et c'est important. Il parle des Sfaradim, hein, parce que pour nous c'est sûr que les enfants ils allument. Hein. Il parle des Sfaradim. Il dit si le petit gosse il revient du Gan, et là sa Chanoukia il veut absolument l'allumer. Okay. Alors d'ici il n'est pas Begil Chinour, il est tout petit, c'est donc il allume avec bracha. C'est pas un problème de bracha. Et s'il a le Gil Chinour maintenant, alors il dit a priori qu'il allume sans bracha, mais si c'est vraiment important pour lui, il dit non, je vais allumer ma Hanoukia comme il faut, je vais un bracha comme papa. Alors il dit dans ce cas-là qu'il allume avec bracha. Hein? Si ça lui fait un kef d'allumer avec bracha, qu'il allume avec bracha. Là on parle de Chinour, donc on ne va pas commencer à lui dire maintenant d'anti-Chinour non plus. Non, tu allumes sans bracha. Okay? C'est aussi quelque chose qui est important. Je vous dis souvent, on est habitué comme ça à la faute du Rav Ovadia, puis on oublie qu'il y a aussi d'autres poskim. Okay. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi ce lien-là. La sugia, une des sugiotes extrêmement importantes de Hanouka, c'est le moment d'Adlaka. Et ce que je vais essayer de dire maintenant en un quart d'heure, je vous conseille de le faire, d'en faire un où vous allez être, où vous serez comme ça à Hanouka. Mais ce que je veux dire en un quart d'heure, vous pouvez faire un cours de 1h30 là-dessus, sur une braïta. Il y a une braïta dans Masechet Shabbat qui est extrêmement importante. On va essayer de la décortiquer, mais je vous assure, on peut en parler 1h30 et je vous invite même à le faire, à partir des sources qu'il y a dans la Chodret, vous pouvez faire ça. Il y a une braïta qui nous dit Mitzvata Mishtishka Chama Achutichler Regal Minashuk. Comme il y a 3 parties ici, alors on va écrire les 3 parties. Et est-ce qu'on voit le tableau comme ça Si oui, dis-moi où j'écris à droite, à gauche. C'est bon. Mitzvata, Mishe, Tishka, Achama, Al, Shetichle,
Cette braïta, hein, qui apporte dans la Gemara, mitzvata, mishtishka chama, ashtech l'ergal minashuk, elle est décortiquée et par la Gemara et par les Rishonim. Et chacune de ces trois parties de la phrase, c'est extrêmement important. On va parler du premier, après du troisième et après du deuxième. Et on va voir que c'est extrêmement important de comprendre ça avec beaucoup de nafkamina, la halakha, et la compréhension de ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce qui va nous faire décider, quand on est à la maison, 2 minutes. Maintenant, l'allumage, il est à 5 heures. Ma fille, elle m'appelle, elle est en train d'acheter des habits au Canyon de Malcha. Elle sera là qu'à 6h moins le quart. Je l'attends ou je l'attends pas? Ouais. C'est une question qui arrive souvent. Le père, il est en train de travailler maintenant et il n'est pas à l'allumage, mais il arrive à 7h du soir. Mais est-ce que la femme, elle va allumer? Ouais. Ou bien, non, on va attendre l'homme. Ouais. Ça, c'est des questions de tous les jours, tous les 8 jours de Hanouka. Et pour pouvoir répondre à ce genre de questions, hein, et il y a des choses qui sont très subjectives, qui demandent beaucoup du cinquième partie du Shulchan Aruch. Hein. Alors, je veux vous faire rentrer dans l'histoire. Quand vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire maintenant, vous pourrez répondre à cette question de vous-même. Ouais. Mais Bémet, ça demande. D'abord, c'est quoi mitzvata? De quoi on parle? La Gemara, elle pose la question dans la compréhension de cette braïta. Quand on dit mitzvata, de quoi on est en train de parler? Qu'est-ce que vous comprenez ici? La mitzvah de quoi? La dlaka, c'est-à-dire? L'allumage. Non, j'entends. J'entends, ok. Mais ça veut dire quoi? Explicite un peu ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on doit faire entre le Shkiat Hachama et Hatcheter Regalim Nashul? Oh. Alors ça, c'est la première compréhension de la Gemara. La première compréhension de la Gemara, c'est le moment de l'allumage. Ouais. Mais sachez que ce n'est pas les deux compréhensions. Mais même la façon dont la Gemara formule ça, c'est extrêmement important. Deilo idlik madlik. S'il n'a pas allumé, alors il allumera. Hein. Ouais. Et après, déjà on comprend déjà dans cette formulation qu'on est en train de parler du moment de l'allumage, mais que, a priori dans ces mots-là, tout le monde comprend que entre allumer au début du temps et 10 minutes ou un quart d'heure après, c'est déjà les khatrila et bediavad. Souvent on pense pendant la première demi-heure, tout est la même chose, non. Il y a déjà un certain temps, Mishitishka Khama, qu'on doit définir. Je vous dis, on va voir ça à la fin, en troisième position ici, parmi les trois choses. Ouais. Mais avant même de savoir de quoi il s'agit, il y a un moment où c'est le moment, 5 minutes après, c'est déjà plus le moment. 1 minute après, c'est déjà plus le moment. Ouais. C'est déjà un bediavad, ok. Et puis après, il y a beaucoup plus tard, on va voir. Donc, mitzvata, il s'agit maintenant de l'allumage. Quand c'est que tu allumes? Mais la deuxième compréhension de la Gemara, c'est on dit la Gemara, les shiura. On n'est pas en train de parler du moment où tu dois allumer. On est en train de parler du temps de l'allumage. Le temps de l'allumage, le temps où les nérotes doivent rester allumés, c'est le temps qui s'écoule entre Mishtishka Hachama et Hatcheter Regalim Nashuk, qui est un temps à définir évidemment. Ouais. Mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que quelqu'un qui est dans l'avion, par exemple, ouais, alors disons que c'est sa maison là maintenant, il voyage en Australie, puis c'est Hanouka. Il ne peut pas allumer les nérotes, non, je ne pense pas qu'il nous donne. Ouais. Certains te diront qu'il allume un briquet, comme ça, et qu'il éteigne. Je veux dire, ça n'a pas duré une demi-heure. C'est vrai, mais malgré tout, il y a quand même une compréhension de la Gemara qui est comme ça. Parce que c'est la deuxième compréhension de la Gemara qui te parle de la durée. La première, elle te parle du moment de l'allumage. Ouais. Donc d'après la première compréhension de la Gemara, on ne t'a pas limité dans un temps. Ouais. Il y a ces deux compréhensions, mais ce qu'il y a, c'est que la Gemara, elle ne conclut pas. Et finalement, tous les Rishonim te disent, vu qu'on n'a pas conclu, on va prendre les deux chumrot. C'est-à-dire, le moment de l'allumage, il sera entre ce moment-là et ce moment-là. Le temps de l'allumage, il sera le temps qui s'écoule de là à là. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez déjà qu'il y a deux compréhensions dans ce qu'on a appelé mitzvata. Jusque-là, c'est clair. C'est extrêmement important pour la suite, parce que je vous dis, il y a toutes sortes de cas de figure. On va dire, on va aller un tosfot comme ça. On va dire, et c'est vrai qu'on a raté le premier truc, mais il y a le deuxième. On a raté le deuxième, il y a le premier. Deux compréhensions dans la Gemara de cette braïta. Premier point. Maintenant, je voudrais comme ça qu'on s'attarde sur Hatcheter Regalim Nashuk. Ça veut dire quoi Hatcheter Regalim Nashuk? Alors ça, c'est de la braïta. La Gemara, elle dit, c'est quoi Hatcheter Regalim Nashuk? Adekarlia Regla de Tarnoudé. Jusqu'à ce que, d'abord peut-être que je traduis en français parce que je n'ai pas traduit encore. Non. La mitzvah de l'allumage de la Hanouka, c'est depuis la Shkia, il faut qu'on définisse ce que c'est, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans le chouk, dans le marché, dans les rues. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Disons comme ça. Ok.
Mais c'est quoi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les rues? Alors la Gemara, comme ça, elle explicite un peu plus. Elle dit Ad deklaragla ragla de Talmudai. Ah, c'est quoi deklaragla ragla de Talmudai? Alors, Rachid nous explique qu'il y avait un peuple comme ça qui était ramasseur de bois, les Talmudaïm. On va voir que Talmud, c'était une ville comme ça en Syrie d'aujourd'hui. Et qui s'appelle. Il y a un jeu de mots comme ça, on parle de Talmudae, mais Chazal nous disent que Tadmor et Talmud, ouais, c'est les mêmes lettres. C'est juste la ville qui s'appelle Tadmor, comme ça. Et une ville qui est en Syrie, c'est important d'être quelle est cette ville. Mais avant ça, Rachid nous dit que il y avait un peuple comme ça qui venait de cet endroit-là, et puis ils étaient en Eretz Israël, et puis c'était, vous savez, souvent les personnes comme les Philippins en Israël, hein, c'est ceux qui vont pousser les personnes âgées. Alors chaise roulante, les Talmudais, c'était quoi leur job? C'était de vendre du bois au moment où il faisait nuit. Alors ils allaient comme ça le soir dans les rues et ils vendaient du bois, puis les gens ils rentrent à la maison puis s'aperçoivent que ils n'ont plus de bois comme ça pour chauffer. Là c'était le moment comme ça d'appeler les Talmudais. Les gens étaient déjà rentrés du travail chez eux. Mais pendant un certain temps, il y avait encore les Talmudais qui étaient dans les rues. Et là j'ouvre une petite parenthèse comme ça pour comprendre un peu plus qui c'est ce peuple, parce qu'au niveau de la Chassidoute, c'est rapporté comme ça dans les Ma'amarim, la Medalef, entre autres, du Rebbe, il y a des choses qui sont très belles là-dessus. Dans le livre de Melachim, il est marqué que Shlomo HaMelech, dans un Perek, il a construit beaucoup de villes. Une des villes qu'il a construites est marquée, elle s'appelle Tamor. Tav Memresh. Ouais, c'est ce qui est écrit. Mais on lit Tadmor, c'est un cryptive. Il y a marqué Tamor, mais on lit Tadmor. On va voir pourquoi c'est comme ça. Il y a une Gemara dans Masret Yibamot qui nous dit la chose suivante. Elle dit Tadmor, c'est la ville des Tarmudae. Vous voyez que déjà, Tadmor, il y a le Dalet avant. Ouais. Tarmudae, il y a le Resh avant. Ouais. C'est la Gemara dans Yibamot qui nous dit que c'est la même chose, c'est le même lettre, c'est la même chose. Et elle nous dit comme ça. Elle nous dit lorsque les étrangers sont rentrés dans le Echal, pour le moment elle ne nous dit pas à ce niveau-là, et c'est le sujet du Beit Rishon et du Beit Sheni, alors que tout le monde allait piller dans le Beth Amikdash l'or qu'il y avait, eux, ils couraient derrière les filles d'Israël, hein, pour Shem Mishmor. Donc on comprend que c'était des gens comme ça très bas. Ça c'est une chose. Continue la Gemara dans Yibamot, Daf Yud Zayin, et elle nous dit, lorsque cette ville elle sera détruite, on pourra faire un Yom Tov, ouais, à la fin des temps. Sachez que cette ville, elle est en Syrie, et j'ai oublié le nom, et elle a été détruite ces dernières années. C'est une des villes les plus antiques, comme ça, il reste encore des vestiges, elle n'est pas complètement détruite, mais dans les guerres qu'il y a eu en Syrie comme ça ces dernières années, elle a été détruite, même il y a 2-3 ans. Il y a un Yerushalmi qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, Rabbi Yochanan, comme ça dans Yerushalmi, dans le Maseret Ta'anit, il dit Ashrei misheroi b'mapalata shel Tadmor. Heureux celui qui verra la destruction de la ville de Tadmor. Et continue la Gemara, elle dit parce que les gens de Tadmor, lorsque les Bavlim ils sont venus pour détruire le premier Beth Amikdash, ils ont envoyé 80 000 Chayalim être archers et combattre les Juifs. Et lorsque les Romains ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash, ils ont envoyé 8 000 Chayalim. Et enfin il y a un Rashi comme ça dans Divrei Yamim. Dans Divrei Yamim, il n'y a pas marqué Tamor comme il y a marqué dans ce film, il y a marqué Tadmor. Et Rachid dit, c'est marrant, il y a marqué Tamor et avec Kriuktiv comme ça dans ce film Melachim. Dans les vrais il y a marqué Tadmor, pourquoi? Et Rachid explique comme ça, un truc très beau. Il dit, ces personnes-là qui sont de cette ville-là, ils ont été super ingrats. Parce que Shlomo HaMelech, c'est lui qui a reconstruit cette ville et ils auraient dû être reconnaissants vis-à-vis du peuple juif. Et au lieu de faire ça, ils sont transformés. Du fait qu'il y a eu cette transformation, c'est pour ça que dans le livre de Melachim, il y a marqué Tamor. On va lire Tadmor parce que c'est leur vrai nom. Hein. Mais c'est écrit Tamor pour dire qu'il y a eu une Amara. Ils ont été faux. Ouais. Mais malgré tout, Ezra, lorsqu'il a écrit le livre d'Ivrei Yamim, il ne voulait pas faire honte à Shlomo HaMelech. Qu'une ville qu'il a construite, finalement, elle s'est révoltée contre lui. Et il a écrit Tadmor. Donc d'Ivrei Yamim, c'est marqué Tadmor. Dans le livre de Melachim, c'est marqué Tamor. Okay. Tout ça, déjà, on comprend que c'est un peuple déjà d'ingrats, de types qui sont battus contre l'homme Israël et au Beit Rishon et au Beit Sheni, de types qui violaient les filles d'Israël, enfin vraiment des crapules. Il y a un livre comme ça qui est là, Yaakov, d'un élève du José Melublin. Le Rebbe, il rapporte ce livre souvent.
C'est une espèce d'encyclopédie de la Kabbalah et de la Chassidut. C'est basé comme ça sur les Kitvei Harizal et c'est le Kitvei le Baal Shem Tov. Celui qui a écrit s'appelle le Rav Yaakov Tzvi Yalish. Et si vous regardez comme ça, Erer Tadmor, alors il a là-bas des trucs extraordinaires. C'est le Rebbe qui fait une afnaya comme ça dans les Mahamarim, à ce livre-là. Et il y a marqué, il explique comme ça. Il dit Tadmor, ouais, tous ceux qui ont étudié la Chassidut sur Chanukah, ils connaissent. Le Rabbi il rapporte ça, mais c'est du livre Kelet Yaakov. C'est Otiot Moredet. Tadmor, c'est Moredet. Ouais. Et Tadmor, donc, ça représente Moredet comme ça, Bilshon Nekeva. Ça représente le féminin de la Klippa. Alors, il y a la Klippa masculine, il y a la Klippa féminine. Et on sait qu'il y a eu le Mishpat Shlomo avec les deux prostituées. Ouais, et il a tranché avec l'histoire de l'enfant et tout. Et nous dit comme ça le Rav Yalish là-bas, il dit, et cette Klippa, la Nukva de la Klippa, c'est-à-dire le féminin de la Klippa, ça a été Metoukan, ça a été, comment on dit Metoukan ? C'était réparé par Shlomo HaMelech, et c'est ce qu'on voit dans le Mishpat Shlomo finalement, le Mishpat Shlomo avec les deux prostituées, c'était réparé, et donc une fois qu'il a réparé, alors il a pu construire la ville de Tadmor. Et puis il continue, puis il dit, regardez, toute la Klippa de la Nukva, ça vient de... la Malchut, c'est un rapport avec Adnout, maintenant Adnout, la Gematria c'est 65. Ouais. Tadmor, la Gematria c'est 650. Ouais, c'est 10 fois. Donc on sait que tout ce qui est la Klippa, ça prend les forces comme ça de la Kedusha. Donc finalement, Tadmor, c'est une Klippa, Gematria 650, qui prend toutes ses forces de la Adnout x 10, enfin énormément de choses comme ça. Là, on comprend que c'est vraiment, c'est Tarmoudae dont on parle ici, c'est la Klippa de la Klippa. Et alors on comprend que Ad-Dekalia, quand les Chazal nous disent Ad-Dekalia, Ragla de Tarmoudae, c'est finalement jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement comme ça dans le temps de la journée. Ouais. Jusqu'à quand on doit allumer, c'est quoi le lien de Hanouka? C'est rajouter de la lumière dans la Galoute pour faire de la Géoula. Ad-Dekalia, Ragla de Tarmoudae, jusqu'à qu'on finisse le tikkun qui a commencé Shlomo HaMelech. Ouais, des clipotes les plus basses, c'est ça l'idée. Au niveau de la Chassidut. Ad-Dekalia, Ragla de Tarmoudae, c'est finalement le tikkun final de la Galoute. C'est-à-dire, ok, on ferme la parenthèse sur ce Inyan-là. Et maintenant, je reviens là. C'est quoi le temps de Ad-Dekalia, Ragla de Tarmoudae? Le Beth Yosef nous rapporte au nom du Rif, au nom du Roche, que c'est une demi-heure. Depuis Mishtishka Hamach, il y a une demi-heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que le temps de l'allumage soit au moins d'une demi-heure, parce qu'on avait dit que la deuxième compréhension, c'est combien de temps doit durer l'allumage. C'est qu'il faut qu'on ait assez d'huile pour que ça puisse allumer une demi-heure. Hein. Parce qu'on sait que ce qui se passe au moment de la casse, c'est qui est important. Ouais. Et donc, tu rajoutes de l'huile. S'il y avait de l'huile, peu d'huile, vous savez, les petites nérotes comme ça qu'on prend pour les anniversaires. Alors, vous allumez un nerf, vous pouvez dire, ok, je l'ai allumé, très bien, il dure 35 minutes. Donc, c'est bon ou non? Non, c'est pas bon, pour deux raisons. Un, parce qu'on va voir le minakrabat, c'est d'allumer 50 minutes, donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais de deux, parce que quand tu allumes un nerf, il y a moins de chaleur quand on allume 8, ou tu en allumes plusieurs. Et donc si maintenant tu vois ton petit nerf d'anniversaire qui dure une demi-heure, quand tu vas allumer toute ta Hanoukia, tu vas voir qu'en 20-25 minutes, il ne reste plus rien. Donc fais attention, parce que s'il n'y avait pas au début de quoi allumer pendant une demi-heure, la Daka, elle ne marche pas. Okay. Donc cette histoire d'une demi-heure, ce que rapporte le Beth Yosef au nom du Rif et du Roche, c'est extrêmement important. Ouais. Maintenant, pour ce qui est du début du temps de l'allumage, on comprend aussi, finalement, on a une demi-heure pour allumer. D'accord? Ou non? D'après la première compréhension, on a dit qu'il s'agit mitzvata. On a dit c'est quoi? C'est de quand à quand je peux allumer? Si le Beth Yosef rapporte au nom du Rif et du Roche que c'est une demi-heure ce temps-là, mais ça veut dire que entre le début de l'allumage, dont on n'a pas encore parlé, et la fin du moment de l'allumage, tu n'as qu'une demi-heure. Alors qu'est-ce qui nous permet d'allumer après 1 heure ou 2 heures ou 3 heures? Vous avez posé la question? C'est que le Rambam midi après une demi-heure, tu as raté la mitzvah. Ça ne sert plus à rien. Je te dis n'allume pas. C'est pas comme ça la halakha, mais il faut quand même qu'on comprenne, parce que le pshat ici, c'est vraiment comme ça. On va venir là-dessus, je vais vous dire, c'est un point extrêmement important. Mais je voudrais vous rapporter maintenant un ridiva qui est extrêmement important, qui est une grande koula, mais le Rav Auerbach, il l'utilise aussi comme grande chumra.
Le Ritva, il te dit comme ça. Qui t'a dit que tu t'es régal minachouk, c'est quelque chose qui a été fixé une fois pour tout dans l'histoire, et puis ok, autant de Chazal, et même le Rif, le Roche, il te dit c'est une demi-heure. Aujourd'hui, nous dit le Ritva, qui était, c'était un richon malgré tout. Mais il dit aujourd'hui les Chanuyot, les magasins sont ouverts beaucoup plus. Aujourd'hui, Birchal, quoi. Surtout ici où les gens se lèvent à 10h. Alors à minuit, c'est encore allumé, il y a encore des gens dans la rue. Alors le Ritva, il te dit, ben voilà, tu peux maintenant que les Chanuyot sont ouverts jusqu'à tard, tu peux maintenant allumer, pas uniquement dans la demi-heure, mais beaucoup plus. C'est pas la seule raison pour laquelle, on va voir, c'est même pas la raison principale pour laquelle on se permet d'allumer après 1 heure, 2 heures. Ouais. C'est une des raisons. Ouais. Mais le Ritva, on comprend qu'il y a une grande coula. Mais en réalité, le Rav Auerbach, il sort de là-bas une grande khumra. Ouais. Alors bon, j'ai pas vu chez Chabad tellement, mais c'est intéressant. Il dit 2 minutes, mais d'après ça, si maintenant on prend cette coula, alors il faudrait peut-être prendre la khumra aussi. Parce qu'on a dit que dans cette braïta, on est en train de nous parler de combien de temps ça doit durer, les bougies. Mais si ça dure jusqu'à ce que les magasins ils se ferment, c'est pas une demi-heure. Ils vont fermer à minuit. Donc il faut que tu mettes de l'huile pour 3 heures, 4 heures. Ouais. Comme ça, nice to have, c'est toujours bien de savoir qu'il y a ce inyan. Ouais, mais bon, c'est pas vraiment. Mais la cravate, ok, c'est en passant un truc intéressant. Maintenant, je voudrais qu'on voit Bémet la halakha. Et la halakha ici, elle est extrêmement intéressante et extrêmement importante. Parce que, quand même, le truc de base, on voit qu'après une demi-heure, on ne peut plus allumer a priori. Alors, je veux dire, maintenant, il y a 2 chitotes. La chitote du Rosh et Tosfot, la chitote du Rambam. La chitote du Rambam, c'est pas la halakha, mais malgré tout, c'est important de savoir qu'elle existe. Le Rosh et le Tosfot, ils disent la chose suivante. Le Rosh et le Tosfot, ils disent non, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un deuxième pirouche. Qu'il y a un deuxième pirouche à la Braïta. Et par conséquent, si jamais maintenant la demi-heure elle est passée, est-ce que tu allumes ou pas? Ils te disent oui, parce que malgré tout, d'après le deuxième pirouche, on n'a jamais dit que ça devait être pendant la première demi-heure. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a les 2 pirouchim, les 2 on les prend. Mais là, regardez, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important. C'est que le Rosh et le Tosfot, la raison pour laquelle, d'après le Rosh et le Tosfot, on va avancer parce qu'il y a 3 raisons. Et c'est marrant parce que je n'ai jamais vu ces 3 raisons ensemble. Mais j'ai essayé de vous les présenter les 3 ensemble. C'est important qu'on ait tout ça en tête quand on va décider maintenant ce qu'on fait. On attend ou on n'attend pas les autres. Mais déjà, comme ça, on va construire ça comme ça. Le Rosh et le Tosfot, ils te disent, et tout le monde, je vais peut-être parler de 3 moments. Les 2 premiers, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le début de l'allumage, c'est là qu'on doit allumer. Tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que le début de l'allumage? Ça, on va en parler après. Mais au niveau comme ça de l'idée, tout le monde est d'accord. Tous les Rishonim, le Rosh, le Tosfot, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Rama, tout le monde est d'accord qu'il faut allumer au début de l'allumage. Pas une demi-heure après, pas un quart d'heure après, pas 5 minutes après. Au début de l'allumage. C'est-à-dire tout le monde est d'accord aussi que si tu n'as pas allumé au début de l'allumage, alors Bediavad, tu as une demi-heure. Tout le monde est d'accord. Toute la question maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Toute la question est qu'est-ce qui se passe après cette demi-heure? Oublions le Ritva maintenant qui est un peu spécial. Je vous l'ai rapporté, mais il n'est pas rapporté par le Shulchan Aruch ou par le Rambam. Qu'est-ce qui se passe après cette demi-heure? Et là, c'est la grande marque entre le Rambam et puis le Rosh et Tosfot. Le Rambam, tu dis après la demi-heure, c'est tout. C'est tout. C'est marqué. Mitzvata, Mishtishka Chama. C'est une demi-heure, c'est tout. C'est passé. C'est ce qui a marqué, la femme. Ok. Et donc le Rambam te dit après une demi-heure, c'est tout. Tu as perdu la mitzvah. Et c'est même pas de. Non, je peux pas allumer comme ça pour au moins 100 bracha. Non. Laisse tomber. Tu sais beaucoup de Torah. Tu vas étudier. T'as raté ça, tu vas maintenant faire beaucoup de Torah en plus. Ça, c'est le Rambam. Je l'ai un peu exagéré. Mais ça, c'est l'idée a priori. Rosh et Tosfot, ils disent autrement. Ils disent la demi-heure elle est passée, malgré tout n'oublie pas qu'il y avait 2 compréhensions dans la Braïta. Première compréhension, quand c'est le moment d'allumage. Deuxième compréhension, combien de temps il faut que ça dure. Si tu vas d'après la compréhension, combien de temps il faut que ça dure, tu peux allumer même à 11h du soir, il faut que ça dure jusqu'à 11h30. Alors ils te disent, au moins tu as raté la première compréhension, au moins d'après la deuxième compréhension, tu vas quand même allumer. Bon, on voit que c'est un truc quand même qui est superbe et diamate, quoi. Mais c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, tout nous dit, il n'est pas posé comme le Rambam, il est posé comme Rosh et Tosfot. Mais on va construire ça parce que pour nous, on va voir que c'est quand même plus cool. Mais Shulchan Aruch, il te dit, tu dois allumer au début de l'allumage. Tu n'as pas allumé au début de l'allumage, Bediavad, tu as une demi-heure. Après la demi-heure,
Ok, le Rosh et Tosfot te disent qu'il y avait quand même une deuxième compréhension dans la Braïta, hein, donc allume quand même. Et avec Bracham. Ça marche? Ok. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui va nous sauver. Juste, je voudrais comme ça 5 minutes encore ajouter. Ouais, après, parce qu'il y a toute une construction ici qui est importante. Le Rama, il dit, non, mais tout ça c'était vrai dans le temps. Mais quand on va voir, on va parler après de l'endroit de l'allumage. Maintenant où l'allumage, on ne le fait plus tellement à l'extérieur, on le fait à l'intérieur parce qu'il y a eu des dangers avec les goïms, etc. Alors le concept il a un peu changé. Et la raison pour laquelle maintenant le Icar du Pirso Manès, c'est pas tellement pour les gens de l'extérieur, c'est pour les gens de la maison. Les gens de la maison, c'est là, ils sont réveillés. Ouais. Donc 10h, 11h, tu peux aussi allumer. Vous comprenez? Au point où le Rama il dit, il finit par Tov Leiser, c'est bien quand même de faire attention à la Shita du Rambam et puis à ce a priori, mais à la limite, il te dit aujourd'hui il n'y a pas tellement de distinction, c'est ce qu'il te dit avant de te dire de Tov Leiser, il te dit aujourd'hui il n'y a pas tellement de distinction entre la première demi-heure et puis ce qui suit après, parce qu'on allume à l'intérieur. C'est clair ce point-là? C'est super, mais apprenez ce que dit le Rambam. Ouais. Parce que c'est a priori à l'encontre du Rambam et c'est... Ouais. C'est même pas ce que disent le Rosh et Tosfot, a priori. Mais en tout cas, après une fois qu'on a lu ce Rama, alors, je voudrais mettre maintenant 3 choses ensemble. Si maintenant, et ce que je vous dis, c'est maintenant que va commencer à jouer la 5e partie du Shulchan Aruch dont je vous ai parlé. Parce que maintenant, ok, disons que l'heure de l'allumage, on n'a pas encore parlé de ce que c'est que la Shkia, mais disons que c'est 5 heures. Ok. Et je suis en train de me demander, il n'y a pas tout le monde à la maison. Ouais. Est-ce que je vais allumer quand même maintenant ou je vais attendre à 6h que mes enfants y rentrent? Alors qu'est-ce qu'il y a contre quoi? D'un côté, tu as le Rambam qui te dit 2 minutes. Mais après 5h30, ça y est, tu n'as plus la Mitzvot Hanouka. Tu as Rosh et Tosfot qui te disent c'est déjà un super Bediavad. C'est uniquement parce que tu as la deuxième compréhension de la Braïta. D'un autre côté, tu as 3 bonnes raisons de où les attendre. En dehors du fait que le Rambam a un Drat Meler, et puis il y a plus de personnes, etc. Et ces 3 choses, il les a toujours en tête. Le premier, c'est le Ridba, quand même, qui te dit qu'aujourd'hui, il te dit les coulins, les Hanouillotes sont ouverts tard, donc tu as jusqu'à la nuit. Tu as le Tosfot et le Rosh qui te disent, malgré tout, il y a quand même la deuxième compréhension de la Braïta, ouais, qui te dit que tu n'es pas limité. On est en train de parler du temps où ça doit durer, l'allumage. Et tu as surtout le Rama qui te dit que tout ce Inyan-là, c'était dans le temps, mais aujourd'hui on allume à l'intérieur, ce qui est important, c'est le Pirso Manissa à l'intérieur de la maison. Donc comme tu as quand même ces 3 éléments, et que pour le Pirso Manissa, les enfants de la maison, quand tes enfants ils vont rentrer, ça serait quand même mieux. Alors, même si tu perds le Rambam, peut-être que le Rambam serait d'accord avec tout ça. A priori, on ne dirait pas, mais il y a peut-être certains de ces éléments-là avec lesquels il serait d'accord. Sûrement pas l'Inyan de la deuxième partie de la Braïta, hein, comme Rosh et Tosfot, mais malgré tout. Alors là, maintenant, tu commences à te dire, 2 minutes, si c'est le Balabait, alors tu commençais à dire, à faire des acrobaties, te dire, non, bah, c'est sa femme qui peut allumer, elle pourrait, ouais, elle peut allumer la femme à la place de l'homme. Mais la femme va allumer parce que le type va arriver à 40 minutes après la Shkia. Il ne faut pas exagérer. Hein. Je veux dire, malgré tout, tu as quand même 3 bonnes raisons d'attendre. Hein. Et d'un autre côté, et tu as tous les enfants qui sont là, il y en a un, il est allé faire Mitzvahim, il est à Tel Aviv et il rentre à 11h du soir. Là, j'ai pris des cas qui tenus. Non, bah, peut-être quand il rentrera, de toute façon, il allume sa Hanoukia. Ouais. Tu ne vas pas l'attendre, tu vas allumer maintenant. Et entre ça, bah, c'est à vous à comprendre le Inyan. Vous comprenez? Il n'y a pas comme ça un truc Chad Mashmaï ici ou là. Mais, donc on essaye d'avoir quand même le Rambam. Et le a priori qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Ouais. Mais on a quand même 3 jokers. Vous êtes avec moi? C'est clair ce point-là, c'est un des points importants parce que c'est une des. Ouais. C'est clair ce que c'est que ces 3 jokers. Ouais. Le gros joker, c'est le Inyan qu'aujourd'hui on a à l'intérieur et le Rama quand même il nous dit il n'y a plus tellement d'importance. Tov Leiser uniquement. Peut-être le joker le plus important parce que bon, c'est le Rama. Il y a le Ridba dont on a parlé. Et il y a quand même le fait que Rosh et Tosfot, on est quand même poussé comme le Rosh et le Tosfot, qui nous disent que, a posteriori, tu as encore plus de temps que ça. Ok. Un autre point aussi, jusqu'à quand on a maintenant pour allumer?
Quel stéra, 2 minutes, il y avait une question juste avant, je t'ai oublié. Dis-moi, le fait enfin, le jour qu'il est posé comme une roche et qui va comme qui dit qu'on va quand même comme la deuxième compréhension, est-ce que ça vaut le coup de faire une bracha dessus? Ah ouais, il te dit déjà que, a priori, la stima du. D'abord, c'est une excellente question. Ouais. C'est une excellente question parce que dans le Beth Yosef, il pose cette question. Mais dans le Shulchan Aruch, il ne dit pas qu'après la demi-heure, on a mis son bracha. Il y en a qui te disent ça. Ouais. Il y a un Gaot Maimoniot qui te dit après la demi-heure. Ouais. C'est tout, à moins que tu aies des personnes, mais si tu es tout seul après la première demi-heure, tu es bon à son bracha. Mais beaucoup comprennent du fait que le Shulchan Aruch, il t'a pas dit, il te fait comprendre que Bedi Avad, tu allumes maintenant toute la nuit. Et comme il ne te dit pas que tu vas allumer toute la nuit sans bracha, ouais, et tout le monde comprend que la vie du Shulchan Aruch, c'est d'allumer avec bracha. Mais il y a quand même, moi je vais en parler juste après, un Magen Avraham qui comprend les choses un peu différemment. Mais la vie du Shulchan Aruch, c'est comme ça que le Rav Odia il est posek, parce qu'il va d'après le Shulchan Aruch. Vu que le Shulchan Aruch ne te dit pas qu'après la demi-heure, même pas après Chatzot, tu allumeras sans bracha, ça veut dire que pour le Shulchan Aruch, tant que tu n'es pas à l'autre shachar, tu allumes avec bracha. C'est-à-dire, je vais venir maintenant sur le Minak Rabat là-dessus. S'il y a une question, le Rameau, il dit qu'ils ont fait Pirson Mélissa à la maison, mais c'est quoi le concept de Pirson Mélissa à la maison? Le fait de Ben, le fait que tu as d'autres personnes comme ça. Et... Oui, mais complètement, dans la maison, tout le monde le sait, en quoi c'est. Je vais te dire, Pirson Mélissa, c'est pas des sommes. C'est pas uniquement comme on est des rabbinikim, on aime bien comme ça les karkaftan. Alors, ouais, mais il n'y a pas que les karkaftan. Et plus que ça, c'est quoi? Je vais te dire un truc comme ça auquel j'ai pensé. Un truc important dans l'Afka. Et on va voir que le Rebbe de Kanaout, il te dit de ne pas allumer à la fenêtre, mais d'allumer comme ça à l'intérieur de la maison. Ouais. Et je me suis dit, c'est marrant à quel point le Rabbi, les Kané là-dessus, on va revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais, le Rabbi te dit ça de façon, alors que dans les poskim, c'est rapporté l'histoire d'allumer à la fenêtre. On va en parler, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Mais je me suis dit, c'est bizarre que le Rabbi prenne ça de façon tellement kitschonite. Et c'est quoi le Inyan qui se cache derrière ça? Et je suis arrivé à la conclusion, le Inyan qui se cache derrière ça, tout le Inyan de Hanouka, ouais, c'est un Inyan de la Fatsa. Comme c'est Hanouka, c'est le Chinour, on peut dire que c'est la base de la Fatsa. Ben, qu'on irait que le Rebbe veut te faire comprendre que la base de la Fatsa, c'est justement chez toi que ça se passe et pas à l'extérieur. Il y a plein de shluchim, ils ont toute la planète à transformer, ils ont oublié qu'ils ont des enfants aussi. Et après, tu ne comprends pas pourquoi les enfants, eh ben, souvent, ils suivent pas tellement les parents. Ouais. Hanouka, il y a ce lien de la Fatsa, mais de faire ça de façon construite, et de façon construite, d'abord, tu fais, ça ne veut pas dire que tu oublies le monde extérieur, mais d'abord, tu fais attention que toi, tu sois comme il faut, après ta femme, tes enfants, et après, tu commences à éclairer à l'extérieur. Comme ça, je pense que ça répond à ta question. Ken Lior, tu avais une question? Ouais, juste pour voir, c'est quoi, ils disent quoi le Rosh Tosfot? Rosh Tosfot, ils disent que même après la demi-heure, on allumera avec bracha. Et on peut allumer avec bracha. Et pourquoi? Parce que quand on regarde comme ça, ce que voulait dire la Braïta, on peut dire, mais la Braïta te dit qu'après, après une demi-heure, on a dit après le Rif et le Rosh. Ouais. Et c'est fini. Ça, c'est la première compréhension de la Braïta. La deuxième compréhension de la Braïta dans la Gemara, c'était qu'on est en train de parler, pas du moment où tu dois allumer, de combien de temps ça doit durer. Donc d'après cette deuxième compréhension, si tu comprends que c'est de ça qu'il s'agit, ouais, le moment d'allumage, on n'en parle pas ici, évidemment la nuit, mais sans plus. Donc comme il y a cette deuxième compréhension qui est aussi légitime de cette Braïta, alors on est quand même, on met là-dessus si on a raté la première demi-heure. C'est bien? Ok. Maintenant, je voudrais comme ça parler d'un autre point qui est important à l'Achal et Maasé. Le Magen Avraham, il rapporte comme ça le Maharshal, qui fait une distinction entre avant Chatzot et après Chatzot. Et il dit comme ça, avant Chatzot, tu allumes encore avec... parce qu'on a dit que, ok, même après la demi-heure, on allume avec Bracha. Le Maharshal, il te dit, jusqu'à Chatzot, mais après Chatzot, c'est déjà exagéré. Tu allumes sans Bracha. Ouais. Et il y a aussi autre chose que rapporte le Magen Avraham, c'est le Hagot Maimoniot, il rapporte ça après le Marshal. Et le Hagot Maimoniot te dit attention, après la demi-heure,
tu peux allumer avec bracha uniquement s'il y a d'autres personnes. Si tu es tout seul, tu ne peux pas allumer avec bracha. A priori, le Mishnah Brura, il comprend comme ça. C'est-à-dire qu'a priori, d'après le Mishnah Brura, après la demi-heure, tu ne peux pas allumer avec bracha. Tu vas te poser la question. Pour le Shulchan Aruch, on a dit, d'après la stima du Shulchan Aruch, du fait que le Shulchan Aruch, il ne te parle pas de la bracha, alors beaucoup comprennent dans le Ravadia, mais pour le Shulchan Aruch, pendant toute la nuit, tu peux allumer avec bracha. Mais tu as le Eliaraba et toutes sortes de achronim, qui te disent non, après une demi-heure, c'est fini. Après une demi-heure, ok, si tu as d'autres personnes, tu allumes avec bracha, mais si tu es tout seul, un type qui est tout seul après la demi-heure, il peut allumer que sans bracha. Il y a des poskim qui sont poskim comme ça. Okay. Maintenant, dans le Magen Avraham, c'est quoi la compréhension du Magen Avraham? Il y a deux façons de comprendre le Magen Avraham. Tu comprends le Magen Avraham quand il finit avec le Hagot Maïmonot, c'est comme ça qu'il comprend. Nous, c'est important parce qu'on n'a pas le Admorazaken là-dessus. Et on a une réguichute au Magen Avraham. Le Admorazaken, souvent, était posé comme le Magen Avraham. Donc, il y en a, je pense que le Louar Kolel Chabad, c'est comme ça qu'il comprend. Qui te disent après une demi-heure, si tu es tout seul, même sur Chabad, tu allumeras sans bracha. Mais la compréhension classique, Nité Gabriel du Rav Raskin dans son livre, et Netivim Bizda Chokma, Bizne Ashkechut, dans le Chalek Bet, du livre Lachal et Maasé, comme ça, du Macham Chabad, ils comprennent tous comme l'autre compréhension, c'est-à-dire, à Lachal et Maasé, comme ça, je vous dis maintenant quoi faire pour un Chabadnik. A priori, tu allumes au début de l'heure. Tu as raté le début, tu as une demi-heure. Après la demi-heure, alors là, comme ça. Si c'est avant Chatzot, de toute façon, tu allumeras avec bracha, même si tu es tout seul. Pas comme la compréhension de Eliyahu. Après Chatzot, tu pourras allumer avec bracha uniquement s'il y a d'autres personnes. Mais comme il y a marqué, toujours on te parle de Bnei Abayit, Mishon Rabim, okay? J'ai entendu une fois le nom du Rav Avishit, qui dit a priori, il faudrait qu'il y ait deux personnes, pas une seule. Ça, j'ai pas vu écrit, j'ai entendu de lui. Donc il y a aussi un Inyan. Donc a priori, si tu étais à un mariage et tu rentres chez toi, il est tard, il est 1h du matin, c'est après Chatzot. Pour pouvoir allumer avec bracha, le minakrabad, c'est qu'il faut que tu réveilles au moins une personne, ou que tu étais une personne que tu amènes avec toi, qui est avec toi au mariage. Et a priori, même deux personnes, il faudrait. C'est possible. Ça marche? Comme ça pour boucler ce Inyan. Maintenant, je voudrais vous parler de. Je sais plus quelle heure il est. Je vais vous parler maintenant de l'endroit de l'allumage. L'endroit de l'allumage aussi, c'est toute une paracha comme ça qui est complexe. Ça commence par une braïta aussi dans Masrat Shabbat. Aussi une braïta comme ça qui a trois parties. Je vais apporter comme ça. La première partie de la braïta, Ner Chanukah mitzvah lanicha al petar beito mbachutz. La mitzvah, c'est de mettre ça à l'entrée de ta maison à l'extérieur. Bon, on a les Tosafot qui te disent si ta maison maintenant elle donne sur une cour, à l'entrée de la cour. Ok? Donc ça c'est le début de la braïta. Cette braïta elle a trois parties. Donc première partie de la braïta, à l'entrée de ta maison, et Tosafot explique à l'entrée de la cour s'il y a une cour. Okay. Et donc tous les gens de la cour vont allumer à l'entrée de la cour. C'est ce qui sort. Deuxième partie de la braïta, si maintenant tu habites en hauteur, et que tu n'as pas de sortie vers le Reshut Harabim directement, ben, tu mettras près de ta fenêtre. Troisième partie de la braïta. Et en temps de danger où les goyim, ils nous font des problèmes. Manichal, shulchano vedayo. Tu peux l'allumer à l'intérieur de chez toi, sur ta table, et ça suffit. Maintenant tout ça, il faut que ça soit travaillé. Parce que 2 minutes, vous comprenez que c'est assez brut comme ça. À l'entrée du truc, là, ok, qu'est-ce qu'on fait des fois? Les choses, elles ne sont pas assez claires. Surtout aujourd'hui, etc. Déjà, le Shulchan Aruch, il est posek comme le premier et le deuxième avis. Aujourd'hui, au temps du Shulchan Aruch, autant il y a l'endroit du Shulchan Aruch, il n'y a pas de sakana. Ok, donc à l'entrée du Khatser. L'histoire de la fenêtre aussi qui rapporte, s'il n'y a pas de sortie sur Rosh Paramim, que la fenêtre. Ok, la fenêtre. Le Rama, lui, il est posek, Shat Sakana, le Rama, il y a plus de sakanot, avec le Rama. Et donc, ok, tu le mets sur ta table, et ça suffit. Avant de voir Halakha Lemaasé ce qu'on fait, et le Minak Chabad, et le Minak du Rebbe, toutes ces choses-là, encore quelques points comme ça qui sont dans la Gemara. Où est-ce qu'on va le mettre? Ok, quand on met à l'entrée de la maison, où est-ce qu'on le met? Alors, il y a une marloquette. Est-ce que tu mets du côté de la mezouza pour que toutes les mitzvot soient du même côté? C'est une marloquette amoraïm. Ou bien en face de la mezouza. Là, la te dit en face de la mezouza. Comme ça, tu es au milieu, tu es entouré. Le shiltot, il rajoute, et en plus, tu as le tzitzit. Alors, tu as le tzitzit sur toi,
La maison d'un côté, la Hanouka de l'autre côté était vraiment plein de hors mékif comme ça. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que le lien du Tzitzit n'est pas rapporté dans la Gemara, mais rapporté par le Shiltot. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Befoal, pour un gaffe, pour est-ce qu'on le met comme ça ou comme ça ouais. Bon, le Hari là, c'est ignanim, mais Chabad, on n'est pas tellement makpidim comme ci ou comme ça. Toujours est-il, avant de voir ce que fait Chabad, il y a une grande marloquette chez les poskim, surtout les poskim ashkenazim, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les Sfaradim en général te diront, bon bah aujourd'hui on est à l'extérieur comme ils ont toujours dit, comme c'est dans le Shulchan Aruch. Il n'y a pas tellement chez les Sfaradim le Inyan de Sakana, il n'y a pas tellement eu ce truc-là. Hein? Même s'il y a eu des Sakanotes. En général, les Sfaradim c'était toujours Barchutz. Okay. Mais surtout, non, ils continuent Barchutz, donc à l'extérieur. Mais surtout chez les Ashkenazim, il y a une grande marloquette Achronim Ken, etc. Mais les Sfaradim, s'ils mettent dehors dans le jardin, ça s'éteint. Ok, ça aussi c'est rapporté. Alors bon, tu as les Hanoukiot comme ça avec un sourire comme ça dessus. Ouais. Donc il y a des pitronotes. Mais ce que tu dis, c'est vrai, le Nimuker Rachaim il rapporte aussi ça comme élément. Le fait qu'elle soit à la fenêtre, c'est parce qu'on doit la voir. J'ai pas compris? Le fait qu'elle soit à la fenêtre, c'est qu'on doit la voir. Absolument. Si elle est à la fenêtre, mais qu'on sait très bien que les gens ne la voient pas. Alors j'avais été au 34ème, personne n'a levé la tête. Ok. Je vais parler de ça dans 5 minutes. Ouais. Parce que je n'ai pas encore dit exactement ce que dit le Rebbe. Il y a une lettre du Rebbe là-dessus. Dans 5 minutes, mais d'abord, comme ça, pour que ça soit construit, je vais vous dire déjà, pour ce qui n'est pas Chabad, une grande marloquette achronim qu'il y a en Eretz Israël. Parce qu'en France, ok, bon, chacun après ce qu'il comprend, il y en a beaucoup qui font à l'intérieur, malgré tout, c'est pas tellement naïf, etc. Ok. Mais la marloquette est surtout chez les poskim comme ça en Eretz Israël. Alors il y a une Khatitzrak, qui était le Bedin d'Aïda Haredit, il était chassid, et il dit qu'il écrit dans son shoot que ça a toujours été une marloquette entre les élèves du Gra et les élèves du Baal Shem Tov. Il dit le minag des chassidim, ça a toujours été d'allumer à l'intérieur. C'est intéressant. Et c'est comme ça qu'il écrit. Et il y a un makor. C'est que le Baal Haïtour, c'était le Rav de Marseille, à l'époque du Rambam. Et le Baal Haïtour, il dit, vu qu'on a eu l'habitude d'allumer à l'intérieur, mais on continue. Il y a aussi cette zvara. C'est intéressant de savoir qu'il y a une zvara comme ça. C'est presque, on pourrait penser l'inverse a priori. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend le inyan de Shat Sakana qui est rapporté, on te dit même s'il n'y a plus de Sakana aujourd'hui, on a pris cette habitude, on continue comme ça. Les chassidim, c'est souvent ce qu'ils font. Pourquoi ils ont commencé parce que c'était dangereux à Marseille C'est toujours dangereux à Marseille. Ils ont commencé à cause que c'était dangereux ou... Ils savaient qu'il viendrait un jour où ça serait Ah, dangereux. c'est Non, mais en Russie, c'est persécuté. Non, mais c'est une bonne question. Kanirek, il parlait dans les endroits où il y a des dangers. Mais c'est une bonne question. Les chassidim, en général, ils aiment l'intérieur. Maintenant, il y a les prochim. Maintenant, les prochim, c'est qui, ce qu'on appelle les prochim? Les prochim, c'est le Yeshuva Yashan, c'est les élèves du Gaon de Vilna qui ont fait leur aliyah comme ça après l'époque du Gaon de Vilna pendant pas mal d'années, qui sont installés beaucoup à Yerushalayim et puis bien sûr en Eretz Israël. Eux, ils se sont dit, bah, ça, et maintenant on est en Eretz Israël. Ouais. En général, les sionistes, ils vont plus d'après les prochim que d'après les chassidim. Ouais. Et le Rav Kook, comme ça, c'est un peu des deux. Ouais. Du côté de son père, ils étaient Litéim, du côté de sa mère, ils étaient Chabad, Dafka. Et les Prouchim, le Gras et les Kippot Srugot, souvent ça va ensemble. Et donc il y a ce Inyan comme ça en Eretz Israël, chez les Litéim et chez les Kippot Srugot, de remettre maintenant les Hanoukiot à l'extérieur. Ok, c'est comme ça que repense le Rav Yerbach, c'est comme ça que pense le Hasdin Berou, beaucoup de poskim Litéim. Il faut savoir qu'il y a ce Inyan. Ok. Et maintenant, il y a encore un point qui est extrêmement important, que rapporte le Rol et Tzion, mais qui est aussi rapporté par le Chazonish, rapporté par le Shut Azmin Berou. C'est le fait, et ça c'est vraiment important de faire attention à ça, les gens qui veulent allumer à l'extérieur, mais qui allument à l'extérieur de chez eux, mais dans le Cheder Madrigot, c'est-à-dire souvent c'est ce qui se passe dans des immeubles en général, la plupart des gens aujourd'hui. Ouais, et tu te dis comme ça le Rol et Tzion, et tu dis non mais là tu as tout perdu. Parce que c'est pas du tout, c'est comme si tu étais à l'entrée du Khatser, entre ta maison et le Khatser, et là tu n'es pas du tout dans le Reshut Harabim, tu as fait un truc qui est écrit nulle part, quoi.
C'est ni à l'entrée du Khatser, ni à la fenêtre, ni à reste à l'intérieur de ta maison. Et souvent les gens ils font ça, hein, dans le Cheder Madrigot. Donc c'est pas une solution. Ok. Maintenant, entre le pétard de la maison et la fenêtre, hein, qu'est-ce qui est le mieux? Alors t'en as beaucoup qui te disent, moi la fenêtre. Hein. C'est ce que te dit le Magan Avraham, si c'est à l'intérieur, bah, autant que les gens qui sont à l'extérieur puissent profiter. Hein. Donc beaucoup te disent à la fenêtre. Magan Avraham dit ça, le Mishnah Moura, il te dit ça, le Grotte Moshe, il te dit ça. Le Grotte Moshe plus que ça. Hein. Il te dit, il vaut mieux persommer Nissa que d'être entouré de mitzvot, etc. Parce que quand tu vas faire à l'intérieur de ta maison, okay, tu vas faire à l'entrée de la cuisine, on va voir, ou un truc comme ça. Alors tu as la mise d'un côté, Knachanouka de l'autre côté, toi tu es au milieu avec ton titi, le shiltot, tout super. Mais tu dis, le Grotte Moshe, non, il vaut mieux quand même faire persommer Nissa que faire tout être sadique et entouré de mitzvot. Donc tu mets à la fenêtre. Okay. Il y en a très peu, il y a l'écoute Maharir, Dafka, qui te disent que de mettre à l'intérieur de la maison c'est mieux. Mais, et là comme ça, alors je vous invite à aller voir cette lettre parce qu'elle est vraiment révolutionnaire. Il y a une lettre du Rebbe qui est rapportée dans l'écoute ici rentrée la Kehé, dans l'Osafot, page 456. Alors regardez là-bas, dans l'écoute ici rentrée la Kehé, page 456. Et là-bas le Rebbe il dit en aucun cas d'allumer à la fenêtre. Mais comme je vous dis, c'est très intéressant, parce que quand tu lis cette tigarette, tu te dis c'est bizarre. Parce que le Rebbe te dit comme ça. Il te dit regardez, de deux choses l'une. Il te dit pas allumer à la fenêtre, allumer à l'intérieur de la maison, pas à la fenêtre. Pourquoi? Et quand on voit les raisons que rapporte le Rebbe, tu te dis c'est bizarre, parce que ok, je ne suis pas obligé de rentrer dans ces cas de figure. Il te dit première raison, souvent quand tu es à l'intérieur de chez toi, tu habites dans un immeuble, plus que 20 amot. Il ne faut pas oublier, on va voir ça. Mais il faut allumer entre 10 tfachim, hein, pardon, a priori il faut moins de 10 tfachim, entre 3 et 10, hein, mais jusqu'à 20 amot, c'est-à-dire jusqu'à un peu moins de 10 mètres, c'est bon. Mais quand tu es un étage, c'est quoi, 3 mètres à peu près, hein, tu es au 4e étage, c'est déjà plus que 20 amot. Alors c'est vrai que beaucoup te disent, non mais 2 minutes, c'est par rapport à l'intérieur de la maison, hein, mais il te dit, il y a beaucoup de poskim qui te disent, non, 2 minutes, quand tu vas le mettre à la fenêtre, c'est pour les gens de l'extérieur que tu fais ça. Alors, on va d'après la hauteur par rapport à la fenêtre. Et donc, il y a des poskim qui te disent, et donc si tu es plus qu'au 4e étage, 5e étage, et c'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un, c'était au 34e étage, à quoi ça va servir, c'est vrai. En dehors de celui qui habite dans la tour d'en face, qui va voir la lumière, il n'y a personne qui verra. Ouais. Alors, le rabbi te dit ça. Il te dit, bon, a priori, d'après beaucoup de poskim, tu n'es pas sorti des robes. Ok. Mais tu pourrais dire, ok, pourquoi le rabbi ne te dit pas, quand tu habites dans une tour, ok, jusqu'au 3e étage, au 2e étage, allume à la fenêtre et après non. Et le Rabbi te rapporte un deuxième élément très intéressant aussi, et c'est bizarre tellement c'est pas classique. Le Rabbi te dit la plupart des Hanoukiot, elles ont, prenez, vous connaissez les petites Hanoukiot en métal comme ça. Il y a un dos, puis il y a les petites. Tu dis deux choses l'une. Où tu vas le mettre le dos? Si tu mets le dos à la fenêtre, donc c'est pour que les gens de l'intérieur y voient. Donc ça sert à rien de mettre ta fenêtre parce que les gens de l'extérieur ne vont pas voir. Si tu le tournes, les gens de l'intérieur, ils ne vont rien voir. Et le principal aujourd'hui, c'est pour les gens de l'intérieur. Et donc ne mets pas la fenêtre. Je sais pas, tu aurais dit, ok, mais si j'habite maintenant au rez-de-chaussée, au 1er étage, au 2e étage, et que j'ai une Hanoukia comme elle est belle qu'il y a aujourd'hui, sans dos, ben je pourrais mettre à la fenêtre. Le Rabbi ne te dit pas ça. Le Rabbi d'abord te dit, tu n'allumes pas la fenêtre. Et après, il te dit ces deux raisons-là. Et donc tu comprends dans ce que dit le Rebbe qu'a priori, il y a quelque chose d'autre qui se cache ici. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, hein, qu'à Nirek, le Rebbe, il veut nous faire comprendre qu'avant de penser à faire Miftsaim avec toute la planète, il y a la Hanouka, c'est une espèce de début, Trinat et Shnat Miftsaim, hein, et le Chinour de la Fatsa. Alors fais ça comme il faut. D'abord pour toi, ta femme, tes enfants, et après tu vas allumer à l'extérieur. Et tu as gagné. Parce que si tu as une femme et 6 enfants, ouais, alors vous êtes 8 qui vont faire la fatsa après à l'extérieur. Mais si tu oublies ta femme et tes enfants, tu es tout seul à faire la fatsa à l'extérieur. Donc même l'extérieur, il va y gagner finalement. Okay. Alors bon, là j'ai peut-être je suis un peu sorti du pshat du Rebbe, mais je sais pas, et quand j'essaie de comprendre cette higarette, je pense que c'est un clin d'œil de Rebbe là-dessus. Soit vous achetez, soit pas. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas écrit différent. C'est là. C'est bien quand le Hanouka avec un dos. Je dirais pas.
Bon, ok. Et encore un point comme ça. Et il y a marqué dans le Sefer HaMinagim qu'on allume Bechalal à Pétach. Ce qu'on appelle Chalal à Pétach, vous avez l'épaisseur du mur. Ouais. A priori, dans l'épaisseur du mur. Le char à coller, il te dit, si tu mets une chaise collée au mur, c'est considéré comme si tu élargis l'épaisseur du mur. Donc, tu peux encore mettre sur la chaise. C'est important quand les enfants, on va voir, ils allument à l'entrée de leur chambre. Souvent, il y a beaucoup d'enfants dans la chambre. Ah, tu peux pas mettre là toutes les Hanoukiot. Ok. Si tu mets comme ça, un qui met ici, un qui met là, puis tu mets une chaise qui est collée au mur et ça élargit l'épaisseur du mur, c'est bon aussi. Ok. Ça, c'est pour le char à coller. Dans le Sefer Moadim, il a marqué qu'on met à l'endroit à l'entrée, parce qu'à la maison, okay, on a dit à marqué dans la Braïta, hein, tu mets sur ton choukran, sur ta table, ça suffit. Ouais. Et dans le Sefer Moadim, il a marqué que le minhag, Chabad, c'est à l'endroit où on mange. Ouais. Et a priori, on pourrait dire, ah tiens, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est marqué dans le Rama. Ouais. Le Rama, il écrit ça, souvent on oublie. On dit c'est Minhag Chabad. Comment c'est Minhag Chabad? Non, Siman Tavresh Ayin Zain, il mamash me fourrage dans le Rama que l'endroit où on va allumer, il y en a beaucoup qui te disent, ah c'est caniré en rapport avec Ner Shabbat aussi. Hein. Il y a un endroit qui soit où tu manges. C'est pas une amtsa de Chabad, c'est vraiment me fourrage que chez toi, quand tu allumes à l'intérieur, c'est à l'endroit où tu manges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme ça? Le Rav Levin, dans son livre Shurim Halakha L'Maaseh, il parle de Bachorei Yeshiva. Un Bachorei Yeshiva, où est-ce qu'ils vont allumer? Là, on va te dire, on ne peut pas allumer tout ça à l'endroit où tu manges. Alors, a priori, ils allumeront comme ça au pétard de leur chambre. Maintenant, vous voyez avec le Rav Benayon, je ne sais pas, l'incendie, tout ça, où allumer. En tout cas, je vous en prie, ne faites pas d'incendie ici, tout est en bois. Donc, c'est pas les mérotes et vous faites mille tailles, vous revenez. Donc, faites attention, Bémet, et c'est important. Le Rabbi Rayatz, il allumait à l'entrée de son Cheder Yichidut, parce que c'était son endroit, c'est son endroit principal. Le Rebbe, où est-ce qu'il allumait? Alors comme ça. Alors ça a porté dans Maaseh Meler que le Rebbe, il allumait chez lui entre le grand salon, vu l'endroit où il mange tous les jours. Mais après la Istalkout de la Rabbanit, il allumait dans son Cheder Yichidut. Okay. Halakha L'Maaseh, nous, où est-ce qu'on allume? En général, souvent il y a une cuisine et puis un coin, un salon, un truc comme ça. Hein. Entre les deux, souvent il y a une mezouza. Hein. À cet endroit-là, à l'entrée de la cuisine, souvent qui donne sur le salon, hein, il y a une mezouza d'un côté, hein, dans le pétard, dans le halal pétard qui est en face de la mezouza, hein, on met la chanoukia. En général, on le met comme ça, si on rentre comme ça. Il n'y a pas de problème de mettre comme ça aussi. Mais a priori, hein, et c'est là-bas, dans le halal pétard qu'il y a à l'entrée de la cuisine. Ça, c'est pour le balabait. Les enfants, dans le Rebbe, il écrit comme ça dans Sefer HaSichot, que les enfants, ils allument à l'entrée de leur chambre. Et il dit aussi pourquoi. Hein. Il dit qu'il y a un lien d'abord, comme ça, ils ont plus de chavivut. C'est leur chambre et tout, et donc, ils vont plus chercher la mitzvah. Et il dit même, au niveau de l'endroit, ça rend leur chambre mikdash me'at. Donc, pour le balabait, c'est à l'entrée de la cuisine. Pour les enfants, ça sera à l'entrée d'endroit où ils vont manger les autres. À quelle hauteur on met la Hanoukia? Ça, si vous avez étudié comme ça, Perek HaKones, dans Bava Kama, à la fin de Perek HaKones, il y a toute une Mishnah avec un chameau qui rentre dans un endroit avec beaucoup de pishtan et qui va brûler, machin et tout. Elle est juste la montre. Ok. Et je vous dis comme ça directement le bottom line parce qu'il faut qu'on arrive aussi à Miftaim et tout ça, c'est super important. Et a priori, on allume entre 3 et 10 Tfachim. Et au-dessus de 10 Tfachim, on a jusqu'à 20 amot, mais c'est pas de a priori. 3 et 10 Tfachim, c'est assez bas. Ouais. Maintenant, il y a un Shari Tshuva qui dit, d'après Pnimut HaTorah, il faut entre 7 et 10 Tfachim. Dans Surah Minagim, il y a marqué qu'on n'est pas maklit dessus. Alors là, je vais peut-être être un peu canaïque, mais si dans Sefer Minagim, il y a marqué qu'on n'est pas maklit dessus, ben on sera maklit de ne pas faire ça. Ben, ça, vous achetez ou pas. Mais donc, a priori, entre 3 et 7 Tfachim. Bon, c'est un peu canaout le mettre. Ouais. Si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Entre 3 et 10, mais je dirais entre 3 et 7. Comme ça. Donc, Kouch Rassidi, c'est ce qu'il dit.
Entre 3 et 7 tfachim. Maintenant, de quoi il s'agit? Parce que la Hanoukia, déjà, elle a une certaine hauteur. Alors, il y a un Prim Gadim qui dit que l'histoire des 20 amot, c'est par rapport à la flamme. C'est important de savoir. Hein, toute la Hanoukia. Hein. Et d'après ça, le Minchas Yitzhak, qui te dit, bah, c'est vrai aussi pour les 10 tfachim. Alors maintenant, ne me posez pas la question le haut de la flamme ou le bas de la flamme. J'en sais rien. Mais faites en sorte que toute la flamme elle soit dans le bon endroit. Ouais, la flamme, combien elle fait 3 cm. Ok. Donc, on fera en sorte que toute la flamme elle soit dans la flamme. Regardez, je vais essayer. On a 6 minutes pour faire beaucoup de choses. Et là, c'est pas pour continuer la semaine prochaine. Okay. Regardez. Je vais vous dire comme ça un certain nombre de points comme ça importants. Pour résumer, il y a encore Dinorea, Hadakav Bet Knesset et puis Miftaim. Je vais vous dire les points importants. Souvent quand vous êtes invité comme ça chez la famille, ouais, où est-ce que vous allez allumer? Alors s'il y a un jeune couple, ils sont chez les beaux-parents par exemple. Hein, ils habitent dans une autre ville. Bon, ils vont chez les beaux-parents, ben, c'est l'endroit où ils se trouvent maintenant, c'est leur maison. Okay, donc ils vont allumer là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe au Motzei Shabbat? Ils sont allés pour Shabbat. Alors, à l'entrée de Shabbat, ils vont allumer là-bas. Mais Motzei Shabbat, où est-ce qu'ils sont? A priori, ici, on est bloqué parce que s'ils rentrent chez eux, Motzei Shabbat, ouais, ils devront allumer chez eux. C'est plus considéré qu'ils habitent chez les beaux-parents. Or, s'ils allument chez eux, alors là, on est bloqué parce que normalement, Motzei Shabbat, surtout en hiver, on fait même le cas. Il y a Hanouka, Motzei Shabbat Hanouka avec Soufganiot et tout. Alors quoi, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas manger des Soufganiot et tout ce truc-là. A priori, c'est vrai que c'est un problème. Hein, s'ils veulent rentrer chez eux. On ne peut pas manger. Jusqu'à la kabetza, on peut manger kabetza de mezonot, mais pas plus. Toute kabetza de mezonot, on doit manger. Alors, s'il y a vraiment besoin, il y a une chita qui te dit que si tu fais une seouda avec du pain et une bonne seouda, c'est quand même un makom gviyut, même si tu ne dors pas là-bas, et tu pourras quand même allumer à cet endroit-là. Donc, si vraiment, chacun maintenant il fait comme il comprend, mais s'il y a parmi vous des jeunes mariés qui sont invités, mais le soir, vous n'avez pas à rester là-bas, hein, non, ou bien même un bachour qui est invité comme ça, et puis après il rentre chez lui. Ouais. Et c'est dans une autre ville, et puis il a bien envie de rester là-bas pour Motzei Shabbat. Ok, alors dans ce cas-là, vous pouvez être surpris là-dessus. Et puis vous faites une seouda comme ça, mais la malka comme il faut avec pain et tout. Et dans ce cas-là, vous allumez là-bas. Mais je vous conseille quand même dans ce cas-là, quand vous rentrez après, d'allumer dans votre cheder bracha. Okay. Tout le lien c'est la bracha finalement. Ça marche? Mais a priori, le top c'est d'allumer avec bracha et de ne pas manger avant et de ne pas être sommaire sur ce souvenir-là, comme ça. Dernier point, je saute pas mal de trucs, mais dernier point important. Tout le Inyan de Miftaim et les endroits Tziburim, comme ça. Il y a un din, le din de la Dlaka dans la Bet Knesset. La Dlaka dans la Bet Knesset, c'est très intéressant, parce que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on doit faire, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est pas rapporté ni dans la Gemara, ni dans le Rif, ni dans le Rambam, ni dans le Rosh. C'est uniquement comme ça des livres, comme le Rivash, le Kolbo, hein, qui rapportent ce minag, le Hitour. Le premier qui dit de façon Chad Mashmaït, on allume avec bracha dans la Bet Knesset, c'est le Rivash. Tout un Rivash. Hein. Et c'est rapporté par le Shulchan Aruch. Donc, il y a un minag qui n'a rien à voir avec personne ni Yotzei Dechova. D'allumer un minag qui est venu avec les générations. On va essayer de comprendre comment il est venu. D'allumer dans une Bet Knesset, il n'est pas rapporté par les grands Rishonim, je vous ai dit. Même pas par le Rosarois, etc. Maintenant, c'est quoi la raison? Première raison, ça sera rapporté par le Bet Yosef, au nom du Kolbo. Parce qu'il y a des gens qui sont de passage et puis sinon ils ne vont pas voir d'Adlaka, etc. Ok. Deuxième raison, le Rivash il te dit aujourd'hui on allume à l'intérieur, alors on perd un peu dans le Pirsomanes. Alors pour compenser ce Pirsomanes, on a eu ce minag d'allumer à la Bet Knesset. C'est très intéressant. Ouais. Et c'est pas rapporté par Bet Yosef, mais le Rivash il rapporte ça. Okay. Et c'est rapporté par le Bet Yosef que c'est à cause du Pirsomanes. Mais je crois qu'il ne rapporte pas que c'est pour compenser le fait que maintenant on allume à l'intérieur. Et il y a une troisième raison qui n'est pas rapportée par le Bet Yosef, mais qui est rapportée par le Kolbo, qui est très belle aussi. C'est que tout le Inyan, c'était la menorah du Bet Amikdash. Et comme la Bet Knesset c'est le Mikdash Me'at, alors il y a vraiment un Inyan de donner la Bet Knesset. Maintenant, et là c'est vraiment important pour Miftaim, regardez, 2 minutes et puis on finit. Il y a beaucoup de poskim qui vous disent 2 minutes, mais tu fais un allumage comme ça dans la rue et tout,
tu fais sans bracha, c'est écrit nulle part. La mitzvah de Hanouka, la takana de Chachamim qui est dans la Gemara, c'est chez toi, d'accord? Ok, il y a le din Bet Knesset, mais là c'est ni chez toi, ni Bet Knesset. D'abord, personne n'est Yotzei Bechova. Donc, qui c'est qui te permet, près de la Tour Eiffel, ou dans un mariage, d'allumer une menorah avec bracha? Beaucoup de poskim te disent ça. Et donc, ces poskim, s'ils sont gentils, ils te disent, tu sais quoi, bon allez, fais mincha ou vite, et puis ça sera considéré comme une Bet Knesset. Ok? C'est quoi le minak rabad maintenant? Alors, je vais vous démontrer comme ça que le minak rabad, c'est pas comme ça. Le minak rabad, c'est réellement, je vais vous donner 3 preuves. Le minak rabad, c'est réellement, quand tu vas faire un allumage, tu n'as pas besoin de faire ni mincha ni arvit, tu fais l'allumage tzibouri avec bracha. La première ochacha, c'est que dans Sefer HaSifrot, Tafshin Lamed Dalet, le rabbé là-bas, il parle d'une adlaka qui avait été faite pour Tivot Hashem, pour un kilo, enfin pour le kino siyadim comme ça. Et le rabbé dit, comme on est dans la journée maintenant, on va faire l'adlaka sans bracha. Ça veut dire que si ça avait pété la nuit, on aurait fait l'adlaka avec bracha. Première ochacha. Deuxième ochacha, le rabbé dans une des sichot comme ça, de Tafshin Memzain, dans Sefer HaSifrot, il dit que le minhag qu'on a maintenant d'allumer dans la rue, c'est comme le minhag d'allumer dans la Beth Knesset. Et le troisième point, c'est qu'on n'a jamais entendu, c'est bizarre, même il y a des questions qu'on se pose maintenant, on se dit, mais 2 minutes, mais les shkochim qui étaient à l'époque, pourquoi ils n'ont pas demandé au Rebbe quelque chose de clair? Mais malgré tout, le Rebbe, il était dans la côte au Lavian, Nachon. Ouais, là-bas, ils ont fait avec bracha. Si le Rebbe, vraiment, il voulait qu'on ne fasse pas bracha levatala, s'il pensait que c'était bracha levatala, il aurait dit, attention, quand vous faites une adlaka comme ça, vous faites sans bracha. Ouais. Le fait que le Rebbe, non seulement il n'a pas dit, mais il a participé aussi, par la viande, c'est que c'est sûr qu'il considère ça, mais en plus il a dit dans Tafshin Memzain. Ouais. C'est comme une adlaka. Donc on n'a pas besoin ni mincha ni arvit. Ouais. Il y a des poskim qui sont poskim comme ça, mais pour nous, on fait une adlaka comme ça. Et donc quand vous allez faire miftsaim, et je finis avec ça, vous allez dans des chanuyot pour faire miftsaim. Alors, il faut savoir que ça aussi, ouais, beaucoup vous diront, c'est une adlaka tzibourite, mais malgré tout, et c'est quand même important ce point-là, et on ne peut pas comme ça, Stam, il y a un chanouk qui va fermer maintenant, il y a le balabait, ok bon d'accord, ok je vais fermer, ok on va allumer, et on allume la chanoukia, ok je la laisse et il s'en va. S'il n'y a pas 10 personnes qui ont vu, ça tout le monde est d'accord. Ouais. Alors il y a comme ça un Ben Ishraï qui parle pour la Beth Knesset de 10 personnes, même des filles, ok. On peut peut-être mettre ça. Ouais. Mais en tout cas, s'il n'y a pas 10 personnes qui ont vu ou bien qui vont voir, il y en a qui pensent que même qu'ils vont voir, ça suffit. Hein? C'est sûr que là, tu peux pas faire un miftaïm avec bracha. Il y a des limites, quoi, jusqu'où on peut pousser le truc. Hein? Non, mais s'ils seront quittes par cette Hanouka, alors c'est bon? Non, il ne peut pas s'en quitter par cette Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est pas sa maison. C'est pas. Hein? Donc personne ne quitte pas cette Hanouka. C'est là. Ok, on va s'arrêter là. Et comme je ne vais pas vous voir avant Yutet Kislev, אז לשנה טובה, באמון, תחזינו לכי החסדות, תקדמו את החסדות.